Alors, bienvenue dans cette webconférence qui donc portera aujourd'hui sur la supply chain avec une approche du coup d'un angle de la performance et ou de la robustesse. Donc, vous allez voir. Et pour parler du sujet, on a donc deux consultants formateurs expérimentés qui ont donc l'habitude de parler du sujet et qui vont vous présenter et échanger avec vous pendant ce créneau de 1 heure qu'on va avoir devant nous. Donc François Bonjour. Quéré et Johan Boursier, merci à vous Bonjour. déjà d'animer cette webconférence. Voilà. Et pour ma part, je me présente, Zachary Le Trône, donc responsable de projets digitaux et marketing automation pour Excel Group. Et aujourd'hui, donc avec la casquette d'animateur de la webconf. En 2 minutes chrono et le temps que tout le monde arrive, je vais vous faire quelques petits rappels, explications, surtout pour ceux qui ne sont pas là à nos webconf mensuelles, donc tous les derniers vendredis du mois. Donc pour le bon déroulement de la séance et pour votre confort, donc tous les micros et caméras sont coupés et vous ne pouvez pas les activer, mais par contre, vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment dans le chat, qui est donc fait pour ça. Et les animateurs pourront y répondre au fil de l'eau. Puis vous allez voir qu'on a prévu aussi un temps de réponse à la fin du créneau. Et pour les slides et le replay, donc, qui vous seront transmis d'ici le début de semaine prochaine, normalement lundi. Donc voilà, après, je vais passer à quelques slides pour nous présenter très rapidement sur la dernière minute qui me reste, et après je laisse la place aux animateurs. Donc XL Group, c'est un cabinet de conseil, de formation et de certification. On est spécialisé dans l'excellence opérationnelle. Et donc notre mission, c'est d'accompagner nos clients vers la transformation de leur organisation et la montée en compétences, et ça depuis plus de 35 ans. Donc XL, en interne, c'est une trentaine de collaborateurs, donc des consultants formateurs qui sont expérimentés et tournés terrain, avec donc à minima 10 ans d'expérience dans leur domaine, et accompagnés par une équipe support d'une dizaine de personnes, où nous, on est basé à Montbonneau-Saint-Martin, en Isère. On intervient donc partout. Je vais changer de slide. Voilà. On intervient partout en France, Lyon, Paris, Lille, Reims, voilà, vraiment partout, et aussi à l'international. Donc, par exemple, en Suisse, où on a une filiale qui a été créée en 2014, mais aussi sur le continent africain et ailleurs. Voilà. Donc, nos clients, c'est des entreprises et des particuliers qui proviennent d'horizons très variés. On a à la fois des personnes qui sont en reconversion professionnelle, des PME, des entreprises de services ou des grands groupes industriels. Et pour la formation, on intervient aussi bien en intra-entreprise qu'en inter-entreprise. On a des modalités qui sont assez souples, présentiel, online, e-learning, et des formations qui sont éligibles au CPF co-construit, et voilà, et certifié Calliope. Voilà, j'ai fait assez vite, donc si vous avez des questions, même déjà sur l'intro, n'hésitez pas, c'est l'occasion d'utiliser le chat. Et là, tout le monde est arrivé, je pense. Enfin, en tout cas, on va commencer. Donc, je laisse la main à nos deux animateurs et je vous souhaite à tous une bonne webconf. Bonjour, donc dans le sommaire, donc nous allons parler plutôt de performance ou robustesse dans un monde fluctuant, dans un mode fluctuant. Donc on va voir ce que c'est. On va également aussi parler un peu de diagnostic sur des risques de la supply chain. Et puis on va également aussi évoquer positionner et dimensionner les stocks et les capacités. Ensuite, on va évoquer la partie pilotage des flux. Et on va terminer par gérer une organisation avec les compétences associées. Du coup, François, est-ce que tu peux nous définir un petit peu, c'est quoi un monde VUCA qu'on entend souvent parler actuellement? Alors, le monde VUCA, c'est un acronyme anglais qui signifie volatile, incertain, complexe, ambigu. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde fluctuant. Le monde est plus volatile, il y a beaucoup de perturbations. On a vu des perturbations climatiques, des perturbations géopolitiques, on est en plein dedans, qui génèrent de la perturbation économique. Donc, ça, c'est le monde volatile dans lequel on est. Ensuite, le monde, il est incertain parce qu'on sait qu'il va être de plus en plus volatile. Par contre, on ne sait jamais quand ça va arriver. Et par ailleurs, on a des clients qui ont des délais de plus en plus, qui veulent des délais de plus en plus courts.
mais on a des temps de traversée supply chain qui se sont allongés ces dernières décennies avec la mondialisation de l'économie. Et du coup, en fait, on est obligé de décider des choses alors qu'on n'a pas encore les commandes de nos clients et de moins en moins. Donc monde incertain, un monde complexe parce que les supply chains sont de plus en plus complexes, de plus en plus longues, avec des partenaires internationaux, une spécialisation qui fait qu'on a de plus en plus de liens entre partenaires et qui donc crée de la complexité. Et enfin, ambigu parce qu'on est saturé de données, on a des données de partout. En revanche, être capable d'utiliser les bonnes données au bon moment pour prendre la bonne décision, ça c'est une autre affaire. Donc le monde VUCA, c'est ça, et on est en plein dedans aujourd'hui. Alors, pour compléter un peu ça, il m'est arrivé d'écouter pas mal d'interventions du biologiste Olivier Hamant sur différents médias qui explique qu'en fait, la nature n'est pas performante, mais elle est robuste. Et en fait, elle n'est pas performante, mais elle est capable de s'adapter à plein de fluctuations de l'environnement. Et en fait, il essaie d'expliquer dans ses interventions en quoi ça s'applique aussi à l'économie. Et donc, l'idée, en fait, maîtresse dans cette webconf, c'était d'essayer de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut appliquer ces principes dans la supply chain et comment éventuellement on pourrait vous aider là-dessus. Donc voilà, la supply chain, nos supply chains sont dans un monde fluctuant et en fait, est-ce qu'on va devoir chercher plutôt de la performance ou de la robustesse, sachant qu'Olivier Hamant, lui, il oppose vraiment les deux. En fait, on pourrait parler aussi de performance sur le long terme. Voilà. Et donc, François, comment tu définirais finalement la performance et la robustesse? Alors, quand on parle de performance, souvent, on parle de performance financière. La performance financière, ça conduit à quoi? Ça conduit à faire des productivités à court terme. Et une productivité à court terme, c'est quoi? C'est souvent de la réduction d'effectifs. Après, si on regarde le bilan de l'entreprise, souvent, on va nous demander de réduire des stocks. Notamment, on nous demande ça au hasard le 30 juin ou le 31 décembre, d'avoir des stocks réduits à leur minimum. Donc, la performance financière, c'est ça, c'est des réductions d'effectifs, des réductions de stocks. En tout cas, quand on est en supply chain, c'est souvent ça qu'on nous demande. Et la robustesse, du coup, comment tu définirais la robustesse? Alors la robustesse, je dirais que c'est avant tout livrer de la qualité à toutes les étapes de nos processus. C'est aussi être capable de respecter les délais de nos clients en toutes circonstances. En toutes circonstances, ça veut dire ne pas être planté au premier aléa. Et puis, c'est aussi être capable d'assurer sur le long terme une rentabilité et bien entendu, la première chose qui pourrait faire flancher l'entreprise, c'est sa trésorerie. Donc, c'est d'assurer une trésorerie, la trésorerie et une rentabilité de long terme. Ok, très bien. Et donc, du coup, on va commencer par cartographier, hein, je suppose, les flux. Donc, cartographier les flux, ça consiste en représentant déjà son schéma de fonctionnement avec au départ les fournisseurs jusqu'au client, en passant par les étapes du process interne de son entreprise. Ce qui va nous permettre quoi de diagnostiquer finalement les problématiques, hein, les perturbations que l'on pourrait rencontrer. Alors, on en a diverses hein, perturbations qu'on connaît tous hein, finalement. On a des premières perturbations qui vont arriver sur déjà, est-ce que la demande du client, elle est constante ou est-ce qu'elle est variable? Finalement, on va aussi arriver sur le questionnement de la prévision. La prévision est-elle juste ou pas? Et ça, c'est en lien aussi également avec forcément la variabilité. Potentiellement, on pourrait en avoir aussi hein, qui se cachent ailleurs. Notamment aussi entre les fournisseurs et les ERP hein, qui pourraient être des pannes de SI hein, quand un serveur tombe ou quand on a une difficulté d'accès sur un système d'information, ça va encore rajouter des problématiques.
Et puis aussi également au sein de l'entreprise elle-même, hein, dans son fonctionnement, où on va rencontrer potentiellement des sous-capacités, potentiellement des surcapacités, et puis aussi également des problèmes de qualité, puisque finalement, on va arriver sur des non-conformités qu'on va devoir retraiter, donc aussi également des aléas qui viennent avec. On a aussi également des choses qu'on va plutôt subir de par nos fournisseurs, avec potentiellement des retards. Avec l'actualité géopolitique, on en a connu et on en connaîtra encore. Donc des retards liés aux fournisseurs qui vont engendrer potentiellement aussi également des ruptures. Pour contrer ça, finalement, vous aviez reconnu un petit peu l'illustration, la VSM, Value Stream Mapping, donc qui va nous permettre justement de cartographier un peu toute cette chaîne-là. Et du coup, finalement, on peut aussi regarder un peu la criticité grâce à l'outil MDEC, qui va nous permettre de bien cibler et de contrôler finalement notre criticité par rapport à certains critères que nous pourrions définir au sein d'une entreprise. La fluctuation, finalement, François, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet sur une fluctuation qui pourrait apparaître sur la Bah, demande client? Alors, la première des fluctuations qu'on pourrait avoir, c'est déjà les fluctuations sur la demande client. Le client, il ne veut pas tous les jours le même nombre de produits et il ne veut pas tous les jours les mêmes produits. Du coup, ma fluctuation, en fait, est-ce qu'elle ressemble à ça? Donc ça, on voit que c'est un profil de demande qui est quand même pas très variable. Ou alors, est-ce que notre fluctuation, elle ressemble plutôt à ça? Donc là, on voit qu'on a une variabilité qui est un petit peu plus prononcée. Ou alors, notre variabilité, elle pourrait carrément ressembler à ça. Et là, on se rend compte que là, on fait face à une très, très forte variabilité avec des très gros pics. On pourrait extrapoler cette variabilité de demande, par exemple, à la variabilité de nos retards fournisseurs. Un fournisseur qui est jamais en retard ou qui est toujours en retard de un jour par rapport à un fournisseur qui serait en retard, pas tout le temps, mais des fois, il est vraiment beaucoup en retard. Donc, les fluctuations, ça peut être tout ça. Ça veut dire qu'il va falloir bien les étudier, ces fluctuations, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous protéger des fluctuations. Et du coup, François, comment tu répondrais à ces fluctuations-là? Alors, pour répondre à tout ça, on a trois options. Pour faire face, alors on va parler principalement de fluctuations de demande, mais on va voir que ça va s'appliquer aussi aux fluctuations internes et aux fluctuations en amont dans la supply chain. Premier point, c'est d'avoir de la surcapacité. Si on n'a aucune surcapacité, on est capable de faire face à aucune variabilité de la demande et on n'est pas non plus capable de rattraper en cas d'aléa. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va être on va absorber ces fluctuations par des stocks. Donc un stock, une des fonctions du stock, ça va être de permettre de se protéger contre des retards fournisseurs, contre une demande client qui explose d'un seul coup, etc. etc. Donc, on va se protéger par des stocks. Et puis, le dernier point qui peut permettre aussi d'amortir de la variabilité, c'est par du délai. Alors, ce n'est pas forcément très intuitif, mais si j'ai la même variabilité de demande, mais que j'ai 5 jours pour la traiter ou que j'ai un seul jour pour la traiter, forcément, sur 5 jours, je vais pouvoir lisser un petit peu ma charge. Donc, on va y revenir un petit peu plus loin. Est-ce que justement, tu pourrais un peu détailler un peu plus les trois possibilités d'absorption, les trois options? Alors, la surcapacité. Ici, on a exprimé, on a illustré deux demandes, deux profils de demande clients. Et puis, la ligne au milieu, c'est la demande moyenne. C'est ce qu'on pourrait appeler la CMJ pour les initiés, consommation moyenne journalière. La question, c'est sur ces deux profils de demande, quel est notre besoin de surcapacité? Parce qu'on sent bien que si on cale notre capacité juste à la moyenne de la demande, on va avoir des problèmes pour répondre au moins la moitié du temps. Donc la question, c'est déjà quel niveau de service est-ce qu'on veut pour répondre à cette demande. Et donc, on sent bien qu'avec la demande qui est à gauche sur la diapo, on a besoin de moins de surcapacité. Et en fait, ça c'est des choses qui peuvent se calculer.
Et quand on regarde, quand on calcule tout ça, ben, on voit que sur la… Alors ça, c'est des vraies demandes observées chez des clients qui ne sont pas nommés pour la confidentialité. Mais donc, on voit que dans la demande qui est moins variable, j'ai besoin d'une surcapacité. Si je voulais être bon à 98% des jours, de 40% supérieur à la moyenne de la demande. Dans le deuxième cas, j'ai besoin d'une surcapacité de 100%. Donc, j'ai besoin d'avoir une capacité qui soit le double de ma demande moyenne, si je veux répondre en toutes circonstances ou au moins à 98%. Donc ça, on sent bien que cette variabilité, elle va influer sur nos décisions de dimensionnement de capacité. Très bien, donc là, nous avons vu la surcapacité et tu avais évoqué aussi par du stock. Est-ce que tu peux expliquer un peu la partie stock? Oui, alors le stock, la première des questions à se poser, c'est où est-ce qu'on a besoin de stock dans notre supply chain? Alors là, on se met à un niveau local, au niveau d'une usine, par exemple. Est-ce que j'ai besoin de stock de produits finis? Est-ce que j'ai besoin de stock de semi-finis? Est-ce que j'ai besoin de stock de composants? Ou est-ce que, à la limite, je pourrais ne pas avoir besoin de stock du tout? Donc, le premier élément de réponse à cette question, c'est c'est quoi le délai du client? Le délai du client, on voit que sur le délai qui est illustré sur cette diapo, si je n'ai pas de stock de produits finis à ce niveau-là, je ne vais pas tenir le délai du client puisque je n'ai pas le temps d'assembler et d'expédier mon produit si mon délai client est ce qu'il est. En revanche, si j'ai un délai client qui est plus long, je me dis, j'ai pas besoin de produits finis en stock. J'ai même pas besoin de semi-finis entre ma fabrication et mon assemblage. En revanche, je peux pas approvisionner à la commande. Donc, je suis obligé d'avoir du stock de composants parce que, à partir de la fabrication, j'ai le temps de tenir le délai client. Après, je vais me poser d'autres questions. On va se poser la question au-delà du délai client, c'est un stock, ça sert à comprimer le délai client. Donc, on l'a bien compris, si je mets un stock de produits finis, ça va me comprimer le délai du client. Par contre, ça va aussi me servir à protéger des opérations. Alors, ça va protéger des opérations de différents types. Ça va protéger des opérations critiques et ça va aussi protéger des opérations de goulot. L'opération de goulot, typiquement, c'est celle dont on veut jamais qu'elle s'arrête. Donc, on va protéger nos opérations. Si je considère que mon goulot est à l'assemblage dans cette petite illustration, là, je me dis, je veux pas que mon assemblage s'arrête, donc je vais mettre du stock devant mon assemblage parce que déjà, une des causes d'arrêt, ça pourrait être qu'il y a des ruptures. Après, on pourrait imaginer qu'en plus, la fabrication en amont, elle est assez fluctuante, elle a beaucoup de pannes, elle génère du retard. Et donc, ça serait deux bonnes raisons pour mettre du stock avant l'assemblage. De façon générale, avant un assemblage, c'est toujours bien d'avoir du stock parce qu'il suffit qu'il vous manque une vis pour être en rupture et être arrêté. En revanche, si on regarde mon délai client, si j'ai un stock à l'assemblage, ça veut dire que je pourrais assembler à la commande. Ça veut dire que par opportunité, je pourrais même proposer à mon client, tiens, on pourrait réduire le délai. Donc, on voit que tous ces critères de protection d'opération, d'une part, et puis surtout le critère du délai client sont importants pour positionner nos stocks. On pourrait ajouter des critères de convergence de flux où on va dire que souvent, il est plus intéressant d'avoir du stock indifférencié avant qu'on ait trop différencié les produits. Donc voilà, ça, c'est des critères de positionnement des stocks. Ensuite, pardon, Johan, vas-y. Justement, après, en lien avec ce que tu allais évoquer, le positionnement des stocks, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le positionnement des stocks en lien avec ça? Alors, une fois qu'on a positionné nos stocks, la deuxième étape, ça va être de les dimensionner, ces stocks. Et là, on va à nouveau regarder, tiens, à quelle variabilité on veut faire face. Encore une fois, cette variabilité, ça peut être une variabilité de la demande client, mais ça peut être aussi une variabilité des processus fournisseurs, qu'ils soient internes ou externes. Et donc, on va reprendre un petit peu nos deux profils de demande qu'on a vus tout à l'heure. Et puis, tiens, je veux dimensionner un stock de sécurité. Est-ce que ça va me permettre d'encaisser les aléas de la demande?
Et puis, je vois que ici, dans le premier cas, mon stock de sécurité, il encaisse. Bon, très bien. Dans le deuxième cas, mon stock de sécurité, il encaisse de temps en temps, mais pas tout le temps, et voire il encaisse souvent pas du tout. Donc là, je vais être souvent en rupture. Donc, ce qui est important, donc on voit que la variabilité de la demande ou des retards fournisseurs, encore une fois, va influer sur la sécurisation du stock. Donc, en tout cas, si vous voulez un processus robuste, il faut que vos stocks soient capables d'encaisser ça. Donc, ne pas oublier de tenir compte dans le dimensionnement de vos sécurités. Bien entendu, plus votre délai de réapprovisionnement ou le délai de votre processus fournisseur est long, plus vous aurez potentiellement besoin de vous sécuriser. Plus le fournisseur est variable, notamment en retard et profondeur de retard, plus vous avez besoin de vous sécuriser. Et plus vous voulez un bon niveau de service, bien entendu, plus il vous faut vous sécuriser. Si vous vous contentez d'un niveau de service de 50%, peut-être que vous n'avez pas besoin de vous sécuriser, après tout. Pourquoi pas? Et donc, du coup, il faudrait plutôt un entrepôt plein à craquer ou un entrepôt vide? Lequel serait le mieux pour positionner ces stocks? Alors, la réponse est un peu dans la question, potentiellement. Entrepôt vide, on a bien compris que c'était pas robuste, on était en rupture de partout, donc on n'est pas en mesure d'assurer notre activité. Donc il faut un stock au juste nécessaire. Alors un entrepôt plein à craquer, ça veut dire quoi? On voit beaucoup de clients qui ont beaucoup de surstock, mais pas de stock sur les bonnes références. Donc, ça n'empêche pas d'avoir des ruptures, d'avoir beaucoup de stock en fait. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, un entrepôt plein à craquer. Si mon entrepôt est absolument plein, ça veut dire que je ne suis pas capable de réceptionner un composant, par exemple. Donc, je vais avoir une disruption aussi de mon activité. Donc, ça, c'est un autre point. Donc, c'est pour ça qu'y compris dans le dimensionnement d'un entrepôt, par exemple, on recommande toujours d'avoir au moins 10 à 20% de sécurité, c'est-à-dire de place vide, pour faire face à des pics de stockage, souvent avant les saisons hautes. Avant les saisons hautes. Et donc, finalement, quels sont les mécanismes les plus robustes pour maîtriser ces stocks? Alors, sur la maîtrise des stocks, on a plusieurs, sur la gestion des stocks, on a plusieurs mécanismes. On va citer 3 mécanismes les plus répandus. Alors, le mécanisme le plus répandu, que quasiment toutes les entreprises aujourd'hui ont des modules MRP. Donc, MRP, ça veut dire Material Requirement Planning. C'est ce qu'on appelle souvent le calcul des besoins en français. Donc ce MRP, c'est une méthodologie qui va projeter votre stock dans le futur en fonction de ce que vous avez en stock, ce que vous avez déjà commandé et les commandes que vous avez sur l'horizon du carnet de commandes et les prévisions qui sont au-delà du carnet de commandes. Et ce mécanisme va faire que si on voit que dans le futur, vous passez sous le stock de sécurité, vous recommandez. Bien. Alors on va voir juste après les plus et les moins de ces méthodes. Ensuite, on a une deuxième méthodologie qui est une méthodologie beaucoup plus simple d'application que malheureusement tous les ERP n'ont pas. Non. J'ai quelques clients qui ne peuvent pas mettre de Kanban dans leur ERP parce qu'ils n'ont pas cette option qui est pourtant toute simple. C'est simplement un réappro sur seuil qu'on appelle communément un Kanban, c'est-à-dire je tiens compte de ce que j'ai en stock et de ce que j'ai commandé. En revanche, je ne tiens pas compte de la demande future. Simplement, je recomplète un stock. On va voir qu'il y a aussi des pour et des contre dans cette méthodologie. Et donc, ensuite, il y a dans les années 2010, le Demand Driven Institute aux US a mis au point une méthodologie qui fait une bonne synthèse entre les deux et qui s'appelle le DDMRP, comme Demand Driven MRP, ou MRP piloté par la demande, où là, on va s'appuyer, le calcul de besoin va s'appuyer sur une équation de flux tous les jours, où on va tenir compte, certainement pas des prévisions dans le calcul. Par contre, on va prendre juste le retard, ce qui doit partir aujourd'hui, et des pics de demande qualifiés. Donc là, on va dire que dans l'esprit, ça se rapproche beaucoup plus d'un Kanban. Par contre, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus robuste. Alors, c'est quoi les pour et les contre des différentes méthodes?
le MRP, il a un gros défaut, c'est qu'il s'appuie sur des prévisions. Dans le calcul de besoins, ça s'appuie sur des prévisions. Dans le monde VUCA dans lequel on est aujourd'hui, des prévisions, elles peuvent être à peu près justes, elles peuvent être aussi très fausses. Dans tous les cas, elles seront fausses, mais elles peuvent être plus ou moins fausses. Donc, le MRP ne permet pas souvent de faire face à des gros aléas de prévision. Et le MRP a un autre inconvénient, c'est que il propage instantanément tous les pics et creux de demande qu'il peut y avoir, même si ils disparaissent le lendemain, et ça crée beaucoup de nervosité dans les systèmes. Donc le MRP, si vous avez des prévisions super fiables, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, c'est le mode le plus répandu aujourd'hui et qui marche qui marche bien sûr dans pas mal de cas, hein. Le Kanban, le Kanban, c'est un système alors qui est souvent très manuel d'ailleurs, ou qui peut être traité par les systèmes. Il a 2 principaux défauts, c'est qu'il n'aime pas bien les Kanbans sur des très longs délais. Et il n'aime pas bien une trop grosse variabilité. Donc, le Kanban, plutôt sur du produit stable. Et alors, si en plus vous n'allez pas mettre du Kanban sur des produits où vous savez qu'il y a une stabilité produit qui est un peu relative, avec des risques d'évolution produit, à assez court terme, on va dire. Donc, le Kanban, ça marche super bien, notamment dans des flux intra-usines. Par contre, ça demande à être recalculé quand même de temps en temps. Le DDMRP, en fait, je disais que c'était une bonne synthèse entre les deux. En fait, ça se rapproche plus du Kanban dans l'esprit, puisque ça ne prend en compte que de la vraie demande de client. En revanche, c'est beaucoup plus robuste parce que ça va être recalculé tous les jours. Ça va être recalculé tous les jours. Et donc, en cela, ça va être beaucoup plus robuste. Grosse augmentation de demande, ça va recalculer votre buffer, ce qu'on appelle le buffer, et ça va être beaucoup plus robuste. Par ailleurs, ça s'appuie sur des solutions logicielles qui sont extrêmement visuelles, en tout cas beaucoup plus visuelles de ce que vous avez dans les modules MRP des ERP. Et ça vous donne du visuel presque aussi simple que les petites illustrations que vous avez en bas à droite de la diapo, où ça va vous prioriser les commandes que vous devez passer, mais aussi ça va vous prioriser dans quel ordre vous devez faire passer vos OF ou vos commandes, parce que vous avez des risques de rupture, par exemple. Donc, trois modes. À peu près 100% des entreprises aujourd'hui sont en mode MRP. Certaines ont activé des modes Kanban dans leur ERP ou gèrent des Kanban manuels qui marchent très très bien. Et puis le DDMRP, c'est une bonne synthèse avec un système beaucoup plus simple à utiliser pour les utilisateurs et beaucoup plus robuste. Donc là, comme on parle de robustesse aujourd'hui, c'est un système qu'on peut que recommander. Très bien, donc là, on a le bon mécanisme, on a le bon niveau de stock. Finalement, il nous reste encore le délai à voir. Est-ce que tu peux un peu expliquer plus en détail le délai? Alors le délai, absorber les fluctuations par du délai. Alors en fait, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que le profil de demande qui est à gauche, c'est exactement le même que celui qui est à droite. En fait, simplement, il a été lissé sur 5 jours. Donc en fait, on voit bien que la même demande lissée sur quelques jours ou quelques semaines, hein, ça dépend de votre business, voire quelques mois. Dans certains business, quand on a des industries très capitalistiques et que la surcapacité coûte très cher, on va forcément lisser sur beaucoup plus de délais. Donc là, on voit que j'ai besoin de beaucoup moins de surcapacité si je lisse sur 5 jours que si je lisse pas du tout et que je réponds tous les jours, je dois répondre tous les jours aux fluctuations de la demande client. Donc ça, c'est extrêmement important de voir ça. Donc là, voilà, simplement en lissant sur 5 jours sur cette demande, je diminue mon besoin de surcapacité significativement. Très bien, donc là, on a vu les trois options. Est-ce que finalement, on peut aussi travailler un peu la fluctuation des fournisseurs et comment on peut les maîtriser? Alors les fournisseurs, c'est souvent dans beaucoup d'usines et notamment dans toutes les usines d'assemblage, c'est souvent le nerf de la guerre.
le premier point important, c'est de mesurer leur performance. Donc, alors là, performance, quand on est en supply chain, hein, on parle surtout de taux de service et de profondeur de retard. Hein, et en gros, est-ce qu'ils nous mettent en rupture? Donc ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a mesuré cette performance, alors souvent, on a des centaines de fournisseurs. Il faut être réaliste. Il va falloir choisir nos combats. On ne va pas pouvoir faire des actions structurantes chez tous nos fournisseurs. Donc, une fois qu'on a défini nos fournisseurs les plus impactants, les plus critiques, il y a plusieurs options pour attaquer le sujet. Première option, ça pourrait être de mettre nos fournisseurs en AIC, en animation à intervalles courts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, toutes les semaines, on fait un point avec les fournisseurs, on prend toutes les commandes en retard, on essaie de comprendre pourquoi. Une fois qu'on a fait ça, alors en général, et pour avoir pratiqué moi-même ce mode, c'est extrêmement percutant et efficace à court terme. Si quand vous arrêtez le mode AIC, vous constatez que ça a l'air d'être pérenne, ça veut dire qu'effectivement les causes racines des retards ont été traitées. Si, quand vous arrêtez le mode AIC, on revient aux anciennes performances, ça veut dire que vraisemblablement, votre fournisseur vous a mieux traité que ses autres clients, mais ça ne veut pas dire qu'il a traité les vrais problèmes. Donc là, il y a plusieurs façons de voir les choses. Alors tout d'abord, on peut être amené à définir des contrats logistiques. Un contrat logistique, on va dire par exemple, tiens, quelle flexibilité on veut par rapport aux prévisions, ce qui implique d'avoir des niveaux de stock ou des niveaux de capacité suffisants pour le fournisseur. Mais ça veut dire aussi, en fait, le fournisseur peut ne pas avoir identifié vraiment les problèmes qu'il avait dans sa chaîne de valeur. Et donc, on peut avoir à réaliser des diagnostics chez les fournisseurs. Ça, ce n'est pas évident forcément, parce que ça suppose que le fournisseur vous ouvre ses portes ou en tout cas, il pourrait très bien réaliser son autodiagnostic, bien entendu. Donc là, l'outil de diagnostic privilégié, ça serait la VSM, parce que vous allez voir s'il y a des problèmes de capacité et des problèmes structurels sur le non-respect des délais, notamment souvent sur la planification de la surproduction. Le dernier point, ça peut être, imaginons vous avez un fournisseur qui est soit unique, soit qui a pile poil la capacité dont vous avez besoin pour répondre à votre demande. Et là, vous avez un problème parce qu'au moindre aléa chez votre fournisseur, vous n'êtes plus capable vous-même de répondre à votre demande. Vous pourriez aussi avoir deux fournisseurs qui, somme des deux, ont tout juste la capacité dont vous avez besoin. Donc là, ça veut dire qu'il y a aussi des choses certainement à faire sur la stratégie de sourcing ou alors aller aider votre fournisseur à progresser sur sa capacité ou sur ses délais. Donc absorber les fluctuations des fournisseurs, déjà, le premier point, c'est d'aller les aider à progresser. Et on les aide à progresser souvent en les monitorant et en définissant des standards avec eux et en allant comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas bons finalement. Donc le pilotage des flux, donc on va déjà commencer par regarder la charge capacité. On prend déjà dans un premier temps donc la prévision annuelle. Admettons qu'elle soit juste, puisqu'on sait toujours que les prévisions annuelles, il peut y avoir des écarts. Donc admettons qu'elle soit juste. On va regarder aussi également après le dimensionnement mois ou mois. Donc en fonction des mois, on va regarder un petit peu si la prévision annuelle se tient. Et puis souvent, on va aussi également arriver sur une prévision journalière. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on va devoir se réajuster en fonction de cette maille plus fine. Et donc, on va forcément détecter finalement des variabilités au sein de cette charge capacité. Du coup, en effet, ces variations-là, on va pouvoir les traiter avec différents horizons. Est-ce que François, tu peux nous parler, toi, de ces différents horizons que tu utilises chez nos clients? Alors, donc là, on a des processus qui sont assez standards en termes de planification, qui sont, je pense, connus de la plupart de nos auditeurs. Donc, les horizons de temps, on va distinguer, pour faire simple, le court terme, le moyen terme et le long terme.
ou on pourrait dire l'horizon opérationnel, l'horizon tactique et l'horizon stratégique. Donc, on a 3 processus. Le premier processus, c'est ce qu'on appelle le PIC. Le PIC, c'est plan industriel et commercial. On va regarder dans un horizon stratégique. Alors, vu qu'on regarde à long terme, bah forcément, on ne va pas regarder avec le même niveau de détail et on ne va pas regarder on va pas regarder avec la même fréquence non plus. Le deuxième processus qui est imbriqué là-dedans, du coup, c'est ce qu'on appelle le plan directeur de production, où on va regarder dans l'horizon tactique. Donc là, on va prendre des décisions un peu moins lourdes et on va être en général entre 1 et 12 mois. Encore une fois, tout ça dépend vraiment de votre business et des caractéristiques de votre business. Par exemple, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on a défini avec un client que l'horizon du PDP, ça serait de 1 à 6 mois et que l'horizon du PIC, ça serait plutôt de 6 à 24 mois parce qu'ils ont des constantes de temps relativement courtes en fait. Donc voilà. Et puis après, ben, vous avez l'horizon opérationnel. Alors en général, dans l'horizon opérationnel, on regarde l'horizon du carnet de commandes. Donc, chez ce même client dont je vous parlais, là, on a défini qu'en fait, l'horizon opérationnel, il pourrait même aller jusqu'à 1 à 2 mois parce qu'en fait, ils ont 2 mois de carnet de commandes ferme sur l'ensemble de leur business. Donc, en tout cas, on a ces 3 horizons. Donc, l'horizon auquel on regarde dépend des décisions qu'on a à prendre et du temps qu'il faut pour implémenter ces décisions. Une fois qu'on a dit ça, on a besoin d'un certain nombre d'outils. Premier outil, c'est déjà de connaître la demande. Alors la demande, quand on est à long terme, on n'a que des prévisions. Donc on ne peut pas dire qu'on connaît la demande, par contre on peut faire des prévisions. Et là, les prévisions, on va les faire avec des mailles pas trop resserrées, parce que ça serait très faux si on voulait aller au mois à 3 ans, ça serait trop faux. Et puis on va les faire plutôt par famille de produits, parce que si on allait à la référence produit, probablement que ça serait très faux aussi. Et en fait, à ce stade, on n'a pas besoin de ça. Là, on va prendre des grosses décisions de capacité. Donc, on a besoin de savoir, en grosse maille combien on a. Dans la demande, il ne faut jamais oublier qu'il peut y avoir ce qu'on appelle de la demande non commerciale. Donc, la demande non commerciale, ça peut être, tiens, vous avez une roadmap de nouveaux produits avec des modules, des volumes d'essais qu'il va falloir faire sur vos moyens de production et qui vont vous pomper de la capacité. Donc, il faut aussi penser à ces choses-là. Donc la demande, dans l'horizon long terme, c'est pour fixer les idées, mais ça peut être différent selon votre business, encore une fois. Trimestriel par famille, ça suffit. Dans l'horizon tactique, c'est mensuel par référence. Et puis, dans l'horizon opérationnel, là, c'est plus des prévisions dont on va parler de commandes avec des dates de livraison et des quantités par référence. Et votre essai R&D, là, c'est plus des volumes d'essais. C'est par exemple, l'essai, il est planifié de lundi 14h à mercredi 22h, par exemple. Donc voilà, ça, c'est la demande. Ensuite, il faut connaître ses capacités. Quand on dit connaître ses capacités, c'est avant tout connaître ses goulots d'étranglement, puisque la capacité de votre processus sera faite par la capacité de votre goulot d'étranglement. Donc là, c'est pareil. Quand vous regardez à moyen ou long terme vos capacités, il faut bien tenir compte de vos performances, des rendements de vos installations ou de vos organisations. Et donc là, à moyen long terme, on va prendre des performances moyennes, par exemple. Des performances moyennes, ça veut dire si vous avez 70% de rendement, ce n'est pas la capacité nominale qu'il faut prendre, c'est la capacité corrigée de ces 70% de rendement. Quand on est dans l'horizon opérationnel, là, on ne parle plus de rendement parce que vos 70% de rendement en moyenne, peut-être que c'est 50% un jour et 90% le jour suivant. Donc là, on va plutôt fonctionner en avance-retard et là, on va regarder le carnet de commandes et est-ce qu'on est en avance-retard et on va gérer les aléas à court terme. Et donc, pour compléter, des outils, c'est bien. Souvent, les clients raisonnent outils et raisonnent pas suffisamment processus de management. C'est pour ça que ces outils doivent s'accompagner de processus de management, ou plus exactement, c'est les outils qui doivent accompagner le processus de management. Et donc, on a besoin d'instances de décision dans lesquelles on va analyser la charge capacité et on va prendre des décisions donc assez lourdes pour le pic. Exemple, j'ai besoin d'une nouvelle ligne de production,
j'ai besoin d'un gros plan d'embauche, j'ai besoin de construire une nouvelle usine. Dans l'horizon du PDP, en revanche, on va plutôt prendre des décisions d'adaptation de capacité à moyen terme et voire de lissage de capacité, voire d'anticipation de stockage ou ça pourrait être aussi, on pourrait prendre des décisions de tiens, on va faire un projet pour passer le TRS de 70 à 80%. Peut-être qu'à 12 mois, c'est atteignable. Voilà. Et dans l'opérationnel, on va prendre des décisions court terme. Exemple, utiliser de la polyvalence, utiliser des heures sup, utiliser de la modulation horaire. Là où faire un accord de modulation horaire, ça se prendrait plutôt dans le PDP ou dans le PIC. Donc voilà un petit peu. Donc ne négligez pas ces processus de management parce que souvent c'est ça qui marche pas en fait. Hein. Et quand je dis ça marche pas, ça veut dire on prend éventuellement des actions qui ne sont pas suivies, qui sont remises en cause et on n'arrive pas à aligner l'ensemble des parties prenantes. Et donc ces processus de management, ils sont fondamentaux, entre autres pour aligner les parties prenantes sur OK, c'est ça le scénario sur lequel on va travailler. Et du coup, François, pour que tout fonctionne, il faut, je pense, une bonne organisation et des compétences au bon endroit? Alors oui, alors quand on parle de problèmes de robustesse, souvent déjà l'organisation n'est pas robuste. Alors ce que je vais dire est en particulier vrai sur les petites entreprises. Souvent on a ce qu'on appelle une organisation avec une logistique fragmentée. C'est-à-dire, on a différentes fonctions de la supply chain, comme de la planification, des appros, le magasin, du transport, de l'administration des ventes, qui sont décentralisées dans différents services. En fait, c'était un peu historique. Il n'y a pas eu de cohérence dans cette organisation, même si historiquement, ça avait du sens. Et aujourd'hui, dans le monde VUCA dans lequel on est, on a beaucoup de mal à faire fonctionner ces organisations. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit fleurir alors dans toutes les grandes entreprises, maintenant, on a ça. Dans les moyennes, on est plutôt pas mal, pas mal organisé. Dans les petites, c'est souvent moins le cas. Et du coup, on a besoin d'une fonction supply chain qui soit un peu centralisée, donc ce qu'on va appeler plutôt une supply chain intégrée. Et parce que toutes ces fonctions qu'on a citées juste avant, ils ont besoin de se parler tous les jours et rapidement. Et donc, pour avoir des flux de communication très rapides, on a besoin d'une organisation centralisée et avec les bonnes compétences. Voilà. Et du coup, quand on veut les bonnes compétences, on a deux choix, on a deux possibilités pour monter les compétences d'une équipe, c'est de recruter les bonnes compétences directement dont on a besoin, ou alors de faire monter en compétences nos collaborateurs. Donc c'est pour ça qu'on a développé un certain nombre de formations. Alors il y en a, c'est pas nous qui les avons développées dans cette liste. On a développé des opérations, des formations pour les professionnels de la supply chain qui voudraient travailler de façon plus lean. Donc, puisqu'on est un cabinet d'excellence opérationnelle qui fait du lean management, donc en supply chain, il y a pas mal de principes du lean qui ne sont pas suffisamment appliqués et donc qu'on peut appliquer. Donc, une formation plutôt pour les opérationnels, une autre plutôt pour les managers et chefs de projet. On est aussi formateur DDMRP. Donc, à titre personnel, j'assure des formations Demand Driven Planner à la demande des clients. Donc ça, c'est pour les opérationnels et chefs de projet qui veulent se former au DDMRP. Donc, c'est la première étape, Demand Driven Planner. Et puis, dernièrement, on a aussi développé une formation en ligne pour les achats. Alors, achat à pro, parce qu'il y a beaucoup de problématiques dans les entreprises qui sont liées aux achats et aux appros. Donc, pas mal de choses à faire et notamment aller aider les fournisseurs à s'améliorer. Ça, c'est un sujet intéressant. Donc, à partir de là, j'ai vu qu'il y avait plein de questions. Certaines ont déjà été répondues dans le chat. Alors, quand on parle, on ne regarde pas trop le chat. On va essayer de prendre quelques questions auxquelles on peut répondre. Alors, tiens, je vois qu'il y a beaucoup de débats sur DDMRP. Alors, et je vois il y a des inconvénients. Alors, DDMRP,
Moi, le plus gros frein que j'ai vu à l'utilisation de DDMRP jusque-là, c'est la connexion au système d'info. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. C'est-à-dire quand j'ai eu un client, par exemple, où le fournisseur de solutions avait un connecteur qui pouvait se plugger sur le RP. Alors le problème, c'est que le connecteur était un peu vieillot, on va dire, et que ça a demandé une grosse énergie à mon client pour arriver à faire discuter le RP avec le, avec le logiciel DDMRP. Et en fait, ça a été un très gros frein à l'appropriation par les opérationnels. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut absolument blinder avant de se lancer dans le DDMRP, en tout cas avant de se lancer avec un fournisseur de solutions. C'est vraiment quel va être leur répondant sur la connexion avec votre RP. Après, honnêtement, l'utilisation par les opérationnels est vraiment intéressante en termes de visuel et en termes de facilité de prise de décision. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient aussi répondu à des questions sur quelques éditeurs. Donc, effectivement, j'ai vu qu'il y avait Bitwise qui avait été cité. Il y a aussi DDTech qui s'appelle maintenant Algo, qu'on pourrait citer. Sinon, il y a Bivolta. Et sinon, les grands éditeurs de RP ont leur module DDMRP. Ah, j'ai une question sur quelle formule de calcul utilisez-vous pour calculer l'augmentation de capacité nécessaire pour répondre à cette fameuse variabilité? Donc, merci Thierry pour cette question. En fait, quand on regarde de la variabilité, il y a des grandeurs mathématiques qui permettent de factualiser ça. Et il y a une grandeur mathématique qui mesure bien ça et dont tout le monde a entendu parler, mais dont tout le monde n'a pas forcément bien compris ce que ça revêt, c'est l'écart type. Donc là, typiquement, on va prendre la demande quotidienne sur un article et puis on va calculer l'écart type de la demande quotidienne. Et ça va nous donner une valeur. Et donc, Excel est votre meilleur ami pour répondre à cette question. Et à partir de là, après, vous allez rajouter des facteurs. Alors, en fait, des formules de stock de sécurité, par exemple, ou dans des DMRP, ils ont aussi d'autres formules. Il faut juste avoir en tête qu'elles utilisent toutes les mêmes paramètres. On utilise la variabilité, donc entre autres l'écart type. On va utiliser le délai du fournisseur, parce que on sent bien que plus on a du délai, plus on a besoin de se sécuriser. Et puis, on utilise un facteur qui dépend de votre taux de service que vous voulez. Si vous vous contentez d'un mauvais taux de service, pas besoin de sécurité. Si vous voulez un très bon taux de service, vous allez mettre un facteur un peu plus élevé. Donc voilà. Après, je parlais de l'écart type de la demande. On pourrait prendre toutes les commandes d'un fournisseur et avec combien de jours il a livré, et puis on regarde l'écart type du nombre de jours de retard du fournisseur. Et ça va vous permettre de calculer ça. Alors, Frédéric Carton avait posé la question, on est bien en lien avec le takt time, point d'interrogation. Alors, j'imagine que c'était au moment où je parlais de capacité ou de surcapacité. Effectivement, la demande moyenne, ça va être lié au takt time. Simplement, c'est juste une question de formule. Est-ce qu'on parle de temps entre deux produits ou de nombre de produits par unité de temps? Mais oui, c'est bien ça. Enfin, j'espère avoir répondu à la question. Alors, j'ai une question de Brigitte qui dit: avez-vous appliqué ça hors industrie, par exemple dans un hôpital? Alors, dans un hôpital, ça pourrait exactement s'appliquer puisque on peut être amené à avoir comment on dit? On est capable de dire tous les jours combien on a de patients qui viennent à l'hôpital, par exemple, et on est capable d'avoir exactement les mêmes analyses sur la demande. Donc on pourrait avoir exactement les mêmes analyses que si on est dans de l'industrie. Il n'y a aucun souci. On peut aussi appliquer ça dans des processus administratifs.
tiens, combien j'ai de demandes, combien j'ai de ou sur type une réclamation client à laquelle on doit répondre. Bah, tiens, combien j'en ai par jour et comment ça varie. Et si on est capable de traquer ça, on est capable de dimensionner nos capacités. Ah, petite question de Frédéric à nouveau. Quel coef vous préconisez sur les stocks de sécurité? Alors, encore une fois, il y a plusieurs formules qui existent et vous en trouverez différentes formules dans la littérature scientifique. Il y a une formule assez connue qui est 2 sigma racine du délai. Bon, bah, on voit bien, plus le délai est grand, plus ça fait un grand stock. Le sigma, c'est l'écart type de la demande, par exemple, si on veut se protéger contre les aléas de la demande. Et le 2 c'est parce qu'on veut 98% de taux de service. Donc ça, c'est mathématiquement, ça se justifie en fait. Ah, tiens, il y a une réponse sur quelle différence faites-vous entre résilience et robustesse? En général, la résilience, c'est après un mauvais événement, en fait. Et donc, on va récupérer, on est résilient, on va être capable de s'en remettre. La robustesse, ça serait plutôt être capable d'éviter d'encaisser l'événement sans avoir les conséquences négatives au début. Donc voilà, c'est la petite différence. Et pour revenir au biologiste Olivier Amand, dont je parlais au début de cette conférence, en fait, il a exactement cette définition, effectivement. On prend peut-être une dernière question et puis après. Alors, alors Sophie nous demande quel mécanisme d'approche choisir dans le cas de non-prévision disponible, mais uniquement basé sur des besoins historiques. Ah, donc effectivement, la science des prévisions aujourd'hui, elle est vraiment de plus en plus compliquée. Alors certaines entreprises n'ont pas de prévision, hein, soit parce que les clients leur donnent pas, soit parce qu'ils n'ont pas mis en place des mécanismes pour essayer d'en élaborer eux-mêmes, en fait, hein. Et un moyen d'élaborer des prévisions, ça pourrait être simplement, je me projette dans le passé, je regarde ce que j'ai eu dans le passé et je vais faire et je vais, comment dire, excusez-moi, j'étais en train de lire d'autres questions en même temps. Donc, je vais me projeter dans le passé, je vais regarder je vais prendre des hypothèses de croissance ou de décroissance sur les années qui viennent. Et souvent, le plus simple, ça va être de projeter des croissances ou des décroissances, mais avec les mêmes types de variabilité que ce qu'on a eu dans le passé. Par contre, ça, idéalement, il faut le faire avec, comment dire, par famille de produits, si on peut le faire, ou par famille de services. Voilà. Alors, ça ne sert à rien de vous poser des questions. Alors, à quelles questions j'aurais pas répondu? C'était sur un ouvrage à conseiller pour la gestion des stocks. Je ne sais pas si vous en avez un en tête comme ça. Alors, moi, je suis pas le meilleur en bibliographie là-dessus. Alors, je sais que j'ai beaucoup de pratiques, mais que je suis pas forcément le meilleur en bibliographie. Je peux simplement vous dire que les bouquins du DDMRP sont intéressants quand même sur ce sujet-là, parce que eux, pour le coup, je les ai bien potassés. Voilà. Après, j'ai pas de bouquin particulier. Simplement, alors le SNOP, c'est un processus qui a été théorisé dans les années 80 par à l'époque un consultant qui s'appelle Dick Ling, qui est toujours vivant, que j'ai eu la chance de rencontrer quand je suis allé me former avec Carol Tack, la maîtresse du DDMRP, on va dire. En fait, ce gars-là, il a écrit de la littérature sur le sujet. Ok, super. Bon, alors, vous avez répondu du coup à toutes les questions. Donc, je prends juste 4 minutes, même pas les minutes qui nous restent là pour parler des prochaines webconf, vu qu'il y en a une par mois, comme vous le savez. Donc, la prochaine, ce sera sur les outils du Lean, le 29 mai. Ensuite, on aura une webconf en partenariat avec l'ENSAM. Et donc sur les bonnes pratiques de digitalisation. Et ensuite, en septembre, à la rentrée, déployer le Lean dans une entreprise de service. Voilà, François, tu avais fait aussi des podcasts récemment sur le sujet de la supply chain, donc qui sont disponibles, vous pouvez les voir sur notre site ou directement sur Spotify, Deezer, etc.
Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous les deux. Et Merci. merci aussi aux auditeurs. Merci pour vos questions et votre attention. Et puis du coup, on va clore l'événement sur ce. Bonne fin de journée à tous. Bonne Bonne fin fin de de journée. journée.